Bonjour à tous et à toutes. Ce premier webinaire organisé par France Asso Santé est déjà un semi-succès. Vous êtes plus de 70 à vous êtes inscrits. Et pour nous, c'est quelque chose de très important. Donc, ce webinaire qui s'intitule Droit en santé et éthique, les victimes de la crise sanitaire, est un sujet, j'oserais dire, d'actualité, mais d'actualité, malheureusement, je pense l'actualité va se poursuivre encore. Alors, je voudrais remercier Mathilde Méry, directrice de l'établissement public départemental de Grigny, d'être parmi nous, Yves Grégoire, qui est délégué national au RU pour la DMD, et Grégoire Moutel, qui est directeur de l'espace régional de réflexion éthique. Et Célia Verland, qui est coordinatrice de France Asso Santé Normandie, qui a mis tout ça en place, et je la remercie. Et c'est elle qui sera chef d'orchestre, si j'ose dire, et qui dirigera les questions que vous poserez dans le chat. Pourquoi organiser ce webinaire? De véritables questions éthiques ont été mises en lumière ou révélées par l'épidémie de Covid-19. Révélatrice des limites de nos savoirs, des limites de la vie, des limites de notre système de santé et des limites de notre société. Donc, s'interroger aujourd'hui sur ces limites et donc sur ces questionnements de nature éthique devra faire progresser notre système de santé, notre société. En ce qui concerne particulièrement la fonction du soin, le rapport à la mort, le rapport à l'incertitude et aussi les questions en rapport avec les mesures de confinement. Enfin, un questionnement plus politique sur ce que cette épidémie révèle de la fragilité de nos sociétés, de nos économies, notre économie. Nous ne pourrons esquiver certaines questions extrêmement importantes relatives à l'éthique de la recherche, relatives à la notion de sélection ou de tri de malades, relatives aux questions liées à l'éthique de la gestion de la pénurie. Et enfin, les questions, si on en a le temps, liées au traçage des personnes contacts ou malades. Pour le mot éthique est pour certains encore un peu flou. Je vais laisser Grégoire Moutel nous introduire à ces notions d'éthique. Grégoire, tu as la parole. Merci Yvon, et puis merci effectivement à tous les organisateurs, donc à Célia et Grégoire, et puis à Mathilde Méry de partager cette séance avec vous tous. Alors comme l'a dit Monsieur le Président, en fait j'ai une double fonction, celle de diriger l'espace de réflexion éthique de Normandie et également d'être chef de service au CHU de Caen, du service de médecine légale. Et le service de médecine légale, pour ceux qui ne voient que les séries télévisées, c'est aussi tout ce qui sont les droits des patients. Donc, effectivement, derrière les droits des patients, il y a des personnes vivantes, heureusement, qui peuvent être victimes des aléas de la vie que vous connaissez, des malheurs de la vie, mais aussi tout ce qui est le champ de la responsabilité médicale et de la responsabilité professionnelle qui a, vous le savez, malheureusement un lourd volet contentieux. Et sans démagogie, c'est vrai que moi, j'ai un peu fait ma carrière en me plaçant du point de vue des patients et des usagers. Voilà, je pense que c'est la raison pour laquelle vous m'invitez encore, c'est que je porte dans le monde hospitalo-universitaire plutôt la parole des usagers. Alors, au sein de l'éthique, Yvon, effectivement, c'est un domaine assez large, l'éthique. Je pense que vous en avez tous une appréciation et souvent les mots sont confondus. C'est-à-dire que quand on parle d'éthique en famille, souvent on parle aussi de morale, on parle de valeurs personnelles. Alors, dans le champ de la santé, nous, on a tendance à considérer que l'éthique, c'est pas un qualificatif. C'est-à-dire, on se refuse de dire qu'une chose est éthique ou non. Dans votre vie personnelle, vous avez le droit de le dire, de le faire. Nous, les outils de l'éthique dans le champ de la santé, c'est en fait une démarche de réflexion collective qui se veut positivement critique, là où les solutions à trouver sont forcément compliquées, parce que sinon, il n'y a pas d'éthique. Et donc, vous voyez que l'éthique, c'est plutôt une recherche de règles et de construction de règles de vivre ensemble, là où les gens ne sont pas d'accord. Alors, c'est pas forcément facile comme ça, parce que chacun dans notre petit salon, on a tendance à détenir nos propres convictions, nos propres vérités. Mais pourquoi je définis l'éthique comme cette démarche qui vise à trouver des solutions ensemble de manière collective? C'est parce que vous le savez bien, dans le système de santé, bien que formidable dans notre pays, il y a des tensions.
Il y a des tensions entre les demandes des familles et les volontés des patients. Il y a des tensions entre les volontés des patients et l'institution. Il y a des tensions entre ce qu'on voudrait faire pour un patient et les contraintes économiques. Et puis même, des fois, il y a des contraintes entre le droit et ce que veut un patient. On sait bien que, par exemple, dans le domaine de la fin de vie, sans rentrer dans le débat, le droit ne répond pas forcément à toutes les demandes des personnes. On sait aussi que dans le domaine, par exemple, de l'interruption de grossesse pour motif médical, les décisions à prendre sont complexes et que la loi n'y répond pas. Donc, vous voyez que l'éthique, elle va s'introduire dans tous ces exercices où il va falloir construire des réponses ensemble. Alors, construire des réponses ensemble, des fois, c'est pour un cas particulier, pour une situation d'un patient. Encore ce matin, et puis je pense qu'on échangera avec Mathilde Méry, on connaît la difficulté de répondre à une demande singulière dans un établissement pour un individu particulier. Donc, on essaye de trouver une solution. Et puis, dans une dimension plus politique, une fois qu'on a trouvé des solutions, on se permet de critiquer les règles collectives. Mais pour ceux qui me connaissent, la critique, c'est pas une critique de mauvais café du commerce où on critique pour critiquer. On critique pour trouver des solutions nouvelles. Et là, je vais vous donner un exemple. Pareil, je m'excuse de m'appuyer sur Mathilde à nouveau, mais on sait très bien que la question du consentement des personnes âgées dans les EHPAD, aujourd'hui, la règle collective n'est pas claire. Elle est claire pour les gens qui peuvent consentir, tout va très bien. Elle est à peu près claire pour les gens qui sont sous mesure d'une protection judiciaire, quoique on sait que c'est compliqué de temps en temps d'avoir le consentement des tuteurs ou des curateurs sur certains points particuliers. Mais il y a toute une zone indéterminée où on sait que le consentement des personnes âgées qui sont dans l'entre-deux, les règles de société sont pas claires. Qui décide finalement à la place de l'autre? Donc, vous voyez que l'éthique, ce sera aussi de tirer des éléments prospectifs pour savoir quelles sont les règles qu'on voudrait construire. Je fais un peu de retour en arrière qui va vous amuser, vous tous, parce que c'est la loi du 4 mars 2002. La loi du 4 mars 2002, on dit c'est une loi fondatrice, mais avant la loi du 4 mars 2002, il y a beaucoup de gens qui avaient réfléchi sur les droits des patients, l'accès du patient à son dossier médical, la personne de confiance. Tout ça, ça faisait partie déjà de la réflexion éthique quand on y regarde bien. C'était trouver des évolutions. Puis aujourd'hui, je vais vous provoquer un peu. Moi, je pense que la loi du 4 mars 2002, elle est un peu obsolète sur certains sujets et qu'il faudrait qu'elle évolue. Donc, demain, on aura forcément des choses à travailler ensemble pour faire évoluer ça. Donc ça, c'est une deuxième définition de l'éthique, c'est finalement par rapport à la norme ou aux règles qui nous construisent. Et donc, il y a la loi sur le droit des patients, il y a la loi sur la fin de vie, il y a les lois de bioéthique. Vous voyez que tout ça, ça bouge et qu'il faut accompagner le mouvement. Et puis, il y a un troisième volet, toujours positivement critique, qui montre qu'à l'occasion de la crise Covid, et je pense qu'on va en parler tout l'après-midi, il y a des choses qui apparaissent dans notre système de santé et on dit que c'est le fait de la crise Covid. Et en fait, moi, je suis moyennement d'accord avec cette analyse. Il y a des choses qui dépendent de la crise Covid, mais il y a aussi des choses qui ont révélé la crise Covid et qui auraient nécessité qu'on ait une réflexion éthique peut-être en amont. Je reviens sur la question du consentement des personnes âgées et de la place des proches dans le consentement et de la hiérarchie des proches. C'est un sujet ancien qu'on travaillait, qu'il fallait peut-être travailler un peu plus vite. Il y a un deuxième sujet qui me semble intéressant, on en parlera je crois tout à l'heure, sur les rites funéraires. À une époque où on sait que les familles sont distantes, est-ce qu'on peut filmer les rites funéraires? Est-ce qu'on peut utiliser de nouvelles techniques de communication pour dire adieu à un proche? C'est des questions qui existaient avant, qu'on n'avait pas très traitées, qui ont été accélérées par le Covid, mais qui resteront après. Après, Mathilde, excuse-moi, ça fait une troisième fois que je cite les EHPAD, mais parce que je crois que c'est révélateur et mon propos n'est pas critique, mais la place des outils de communication dans les EHPAD, les écrans tactiles, la façon dont on peut communiquer en intergénérationnel, on savait que ça existait avant, mais ça devrait être solutionné après. Donc ça, c'est mon côté positif. Je pense que la réflexion éthique, qu'on pourrait appeler collective, finalement, elle va nous permettre, je l'espère, effectivement, que les choses avancent. Alors après, je ne serai pas plus long, mais pour dire un des grands dangers, par contre, de la réflexion éthique, c'est qu'on laisse les gens comme moi, avec le Comité national d'éthique, les instances nationales avec lesquelles on travaille, réfléchir dans leur coin et que finalement, les citoyens ne s'en emparent pas. Et si les citoyens ne s'en emparent pas, le danger, c'est que finalement, le monde de demain soit comme celui d'avant. Et vous savez qu'il y a une tentative. Bon, moi, je suis chef de service à l'hôpital. Je rêverais que ça soit la crise Covid plus souvent. Je vais vous dire pourquoi. Parce que la fluidité des rapports avec l'administration, la simplification, le fait qu'on écoute les chefs de service, le fait qu'on construise ensemble pendant la crise, ça a pas mal marché. Et ça fait changer tout un système d'administration gestionnaire de l'hôpital qui était d'une lourdeur colossale. Bon, le danger, vous voyez, c'est que demain, on retombe dans le monde d'avant et qu'on tombe dans ces inerties-là. Donc, vous voyez qu'on a besoin du relais des citoyens. Donc, vous en êtes les représentants parce que je ne vais pas rentrer dans le débat patient, usager qui ne m'appartient pas, mais peu importe. Moi, j'aime bien le mot citoyen
tout le monde est partie prenante du système de santé. Et je pense que dans cette réflexion éthique, ça sera mon dernier point, il faut se rappeler que tout le monde a la parole à part égale. Et qu'un bon animateur d'une instance éthique, c'est quelqu'un qui dit « je vais écouter le juriste pour dire ce qu'il me dit, je vais écouter l'économiste parce qu'il a sa logique, je vais écouter le directeur d'établissement parce qu'il a aussi sa logique et le plus souvent, il a la main sur le cœur et lui-même subit des contraintes. Je vais écouter les familles, je vais écouter tout le monde et à partir de cette écoute, vous voyez, on fait une synthèse collective. Donc l'éthique, c'est vraiment le lieu de la pluralité, de l'interdisciplinarité. Et le message, je conclurai là-dessus, c'est que méfions-nous d'avoir raison tout seul parce que tout le monde a des logiques qui sont par définition légitimes. Et le plus dur, c'est de construire une logique collective. Voilà à peu près, Yvon, ce que je dirais sur la définition de l'éthique, si ça vous va. Mais c'est ouvert au débat. Oui, je voulais dire à tout le monde, vous posez vos questions dans le chat. Je ne sais pas si Célia a déjà reçu des questions ou pas. Non, pas encore, Yvon. Comment? Pas encore. Bon, parce que c'est fonctionnel. Il faudrait savoir si c'est fonctionnel. En disant à nos amis que l'espace éthique de Normandie, c'est un lieu du service public, avec un financement de l'ARS, entre autres, et que je pensais faire un partage d'écran, mais je ne vais pas le faire, mais sauf si Célia me dit que c'est facile à faire, mais sachez que dans cette mise à niveau de tout le monde et des citoyens, sur le site de l'espace éthique, comme je pense d'ailleurs sur le site que vous animez avec France Assos Santé, il y a beaucoup d'informations qui sont utiles aux citoyens sur tous les sujets qu'on vient d'évoquer. Qu'est-ce qu'une personne de confiance? Qu'est-ce que donner ses organes quand on est décédé? Qu'est-ce que ça veut dire que désigner quelqu'un qui va pouvoir vous consentir à votre place dans la recherche biomédicale? Donc voilà, si vous tapez sur Internet Espace éthique Normandie, vous trouverez tout un tas d'informations qui vous aideront à réfléchir collectivement. Ça fait partie de notre boulot que de vous les donner. Et avec mon côté bêtement humoristique, vous avez de la chance, c'est gratuit. Parce que dans ce bas monde, il n'y a plus grand-chose de gratuit. Merci Grégoire. Donc, s'il n'y a pas de questions encore, Célia, non, on va passer la parole. J'ai mis le lien du site dans le chat. Merci Célia. Donc, on va passer la parole à Mathilde Méry, qui est directrice dans l'établissement public de Brugny. Il y a une personne qui souhaiterait réentendre votre première définition, Grégoire, de l'éthique. Alors, je ne sais plus ce que j'avais dit comme première. Je vais redire rapidement ce que ça n'est pas. Ça n'est pas de la morale, parce que la morale, ça nous est propre, d'accord? Et souvent, les gens confondent éthique et morale. Et la morale est respectable, mais elle est souvent individuelle d'un sous-groupe de la société. Donc, on ne détient pas de vérité, on détient sa vérité, mais on ne dit pas de vérité. Ensuite, c'est pas la déontologie et le droit. L'éthique n'est pas dite par la déontologie et le droit. La déontologie et le droit, ça dit les valeurs d'une société à un moment donné. Donc, l'éthique, c'est le moment où, en fait, il n'y a pas une solution simple qui est dite par le droit ou par les professionnels. On est face à une situation complexe où, finalement, il y a des tensions différentes. Ça peut être une tension médicale contre la tension d'une famille, ça peut être une tension médicale comme une tension économique. Et c'est le lieu où on essaie de résoudre ou de prévenir des situations de conflit là où la solution n'est pas évidente. D'accord? Ça, c'est vraiment, donc c'est le lieu d'analyse des tensions. Donc, je redis, donc c'est par définition interdisciplinaire ou plurilogique. Les usagers n'étant pas une discipline, mais étant un courant de pensée, les familles, les religions, le droit, la médecine, tout ça se confronte. Donc ça, c'est le lieu où on cherche une solution, voilà, quand il y a des tensions et des logiques différentes. Et puis derrière, je redis un peu ce que j'ai dit, mais peut-être que c'est bien la pédagogie, c'est ça. Ça permet de définir des nouvelles règles dans la société là où il n'y en a pas. Je vais vous donner un exemple. Avant que le don d'organes n'existe en France, il n'y avait pas de règles. On ne savait pas si c'était un don gratuit, quelle était la nature du consentement qu'il fallait organiser. Donc, vous voyez que les gens ont réfléchi, ont défini des règles. Mais par définition, et ça, je crois que c'est important, c'est aussi, une fois que les règles sont définies, le courage de les critiquer pour les faire évoluer ou les remettre en question, comme par exemple dans la loi sur la fin de vie. Donc, vous voyez que l'éthique, en fait, c'est une démarche et un processus. Voilà. Et c'est pas un qualificatif au sens d'un adjectif. C'est une démarche ou un processus. Merci, Grégoire. Donc, Mathilde Méry, vous avez la parole. Merci beaucoup. C'est une jolie introduction pour essayer d'être une voix parmi tout un tas de collègues
sur la manière dont on a pu vivre la crise. D'abord, peut-être pour ceux qui ne connaissent pas l'établissement de Grugny, vous dire que c'est un établissement médico-social autonome qui dépend de la fonction publique hospitalière. On accueille un EHPAD de 331 personnes qu'on a organisé dans son mode de fonctionnement par filière. On a 3 grandes filières. Une filière pour les personnes atteintes de pathologies de type Alzheimer ou apparentées. Une filière plus spécifique sur l'accueil des personnes handicapées vieillissantes. Et puis une filière plus classique pour les EHPAD qui est dite polypathologique. Donc, on vit sur quatre pavillons d'hébergement distincts. On offre également une plateforme, on dispose d'une plateforme de répit. On a des solutions d'aide aux aidants et d'accompagnement, de soutien aux aidants et aux usagers avec de l'accueil de jour, de l'hébergement temporaire. Et puis la plateforme de répit, je vous l'ai dit. On dispose également d'un pôle pour les adultes en situation de handicap. On accueille 175 personnes adultes handicapées sur plusieurs types d'accueil. Donc, on dispose d'un foyer de vie de 90 places, donc 15 places médicalisées. On a 2 foyers d'accueil médicalisés, 10 femmes, pour 70 lits. Et enfin, on dispose d'une maison d'accueil spécialisée pour des personnes ayant un profil cérébro-lésé de 15 places. Voilà très succinctement et la présentation de l'établissement. Donc pour nous, la période de crise, c'est effectivement au quotidien le fait de devoir confronter des consignes qui sont des consignes de sécurité sanitaire qu'on a pris, même en ce qui concerne l'établissement de Grugny, en amont de la crise, puisqu'on on en est à la 3e vague. Le premier confinement a été déclenché le 17 mars. On n'a pas attendu cette date pour enclencher, nous, les mesures de mise en sécurité, même si les termes sont critiquables, c'est ce que je vais essayer d'employer pour essayer d'être clair, puisqu'on a dès le 5 mars mis en place les premières mesures, en fait, pour essayer de pouvoir répondre aux questions qui seraient celles qu'on rencontrerait par rapport à qui à visiter, comment mettre en sécurité les résidents. On a commencé à mettre les premières mesures de contrôle, entre guillemets, des visites en mettant en place alors nous on appelle ça la guérite, à la porte à quelqu'un pour pouvoir accueillir les visiteurs et pouvoir essayer de les sensibiliser à la manière de pouvoir protéger les usagers, le cadre des visites, comment il devait se passer, etc. On a enclenché tout ça dès début mars, dès avant en fait les recommandations gouvernementales. L'objectif, on a essayé de les vouloir pluriels, pluridisciplinaires, pluriprofessionnels, plurivecteurs d'entrée, avec en considérant les usagers en premier lieu, les proches et les familles, et puis les salariés et les intérêts collectifs. Donc, on a toutes les mesures qu'on a prises, on a essayé de les prendre pour pouvoir permettre l'accès aux services. C'est-à-dire que dès lors qu'on devait mettre en place des mesures contraignantes comme fermer tout ce qui était en lien avec la vie de l'établissement, la boutique, la cafétéria, la salle de restaurant à disposition des usagers ou des familles, on a essayé de trouver des méthodes palliatives pour pouvoir faire que malgré tout une vie sociale, une vie tout court était possible pour les usagers et pour maintenir des liens sociaux. On a essayé de prendre toutes les décisions aussi en relation avec la lutte contre l'isolement et pouvoir permettre de maintenir du lien, un accès aux familles et aux proches pour les résidents. Et c'est là effectivement qu'on a mis le turbo, surtout le développement des
des solutions dématérialisées, que ça soit la mise en place de newsletters, de visio, on a créé un blog aussi, c'était un outil qu'on n'avait pas. Donc ça, c'est des choses qu'on a créées, qu'on gardera après la crise. C'est ce que disait Grégoire, partie des bonnes pratiques qu'on entend maintenir pour la suite de notre vie. On a aussi orienté et mis l'accent sur l'accompagnement, que ce soit des usagers ou des familles. Alors, on l'a assuré en pratique plus auprès des usagers en organisant des groupes de parole pour qu'ils comprennent ce qui se passait, pour adapter les discours et la manière de communiquer en fonction des capacités des résidents et de leur profil. Et puis, on a créé du lien avec les familles. Donc, effectivement, on a engagé beaucoup d'énergie dans la communication et la compréhension, la pédagogie qu'il devait y avoir. On a essayé, en tout cas, à destination des publics qu'on accueillait, mais également des équipes qui méritaient vraiment d'avoir une lecture la plus transparente et la plus claire. Et puis, effectivement, il a fallu se réinventer. Et ça a été la grande leçon. Et se réinventer en période de crise, ça prend une dimension qu'on ne connaissait pas, puisque Grégoire l'a dit, on a trouvé parmi nos équipes, même si on essaye de le faire au quotidien, en fait, comme il n'y a pas cette notion d'urgence et de faire, voilà, action-réaction, on ne le pratiquait pas de la même manière. Et là, effectivement, toutes les organisations, les questionnements viennent des équipes, des usagers directement, et on essaie de rebondir en tant que direction pour savoir prendre au mieux, enfin, les moins mauvaises décisions possibles, puisqu'elles sont toutes empreintes de contraintes de toute façon. Et tout ça avec, malgré tout, les limites qu'on avait par rapport au parcours de soins, qui est une des missions qu'on devait nous engager, avec le re-questionnement des notions d'urgence au moment où on est en tension hospitalière, au moment où on ne peut plus aller en consultation médicale. Donc il y a eu aussi tout ce travail qui était animé par le médecin coordonnateur et les équipes paramédicales pour envisager et approcher ça. La suspension des admissions qui nous a aussi beaucoup questionné, puisque il y a les admissions, tout ce qu'on pourrait essayer, pour mettre un mot dessus, appeler d'admission d'urgence, quand il y a vraiment une solution à trouver pour les personnes, pour les accompagner, pour accompagner les aidants à domicile. Et ça, c'est vrai qu'on a essayé les dossiers qu'on savait être urgents, les rentrer, soit on les travaillait avec le monde hospitalier, on en a eu, et avec les services du domicile pour essayer de malgré tout tracer le parcours et de ne pas laisser les aidants seuls face aux difficultés. Et on a adapté aussi notre offre sur tout ce qui était accueil de jour, tout ce qui était hébergement temporaire. On a essayé de mettre en place des solutions d'accompagnement à distance, avec quelquefois des interventions qu'on engageait auprès du domicile, chose qui n'est normalement pas la logique de ce service-là tel qu'il a été mis en place. Donc, ce que nous on a tiré comme bilan, c'est notamment qu'on a mobilisé énormément de valeurs à proprement parler, que ça soit de la part des usagers, des familles et des professionnels, puisqu'il a sans cesse fallu s'adapter. Ce qui était compliqué, c'était la fréquence de modification des consignes qui nous tombaient, qui étaient des consignes sanitaires, qui n'étaient pas forcément des consignes en relation avec le sens de l'humain.
je ne sais pas si je le dis correctement, mais voilà, se retrouver isolé de ses proches sur un lieu de vie qu'on dit domicile, c'est compliqué. C'est compliqué quand on est professionnel de pouvoir accompagner ça le plus justement possible en ayant, alors je vais vous parler du rôle que je tiens, du rôle de directeur, à la fois le devoir de protéger les gens de manière sanitaire et finalement le côté éthique, morale, où on sait que on les met en souffrance aussi quelquefois. Et comment fait-on pour faire face à ça? Et puis, on avait aussi énormément la disponibilité, la mobilisation des professionnels est quelque chose qui a été assez considérable. Le rebond dont on a tous fait preuve, et puis la confiance, je pense que c'est quelque chose qui ressort beaucoup de ces différents épisodes de crise où en fait la confiance des uns et des autres, que ce soit les professionnels, que ce soit les familles, que ce soit les usagers, en disant on adhère pour partie à la manière de faire pour essayer de s'en sortir plus vite. En ce qui concerne l'établissement de Grugny, sur la première crise, on a eu la chance de ne rencontrer aucune situation de Covid. L'absence de visite nous a quand même malgré tout limité, entre guillemets, je pense, par rapport à l'expérience de la deuxième vague, le risque d'entrée du virus dans l'établissement. C'était d'une application assez stricte par rapport à la deuxième et la troisième vague où là, on a, voilà, vu que ça dure, les consignes sanitaires, les conditions de visite affaiblissaient la rigueur sanitaire qu'elle est autour de la gestion de cette crise. On a rouvert cet été, on a vécu une période presque normale où progressivement, disons que autour du 20 juin, on avait repris une vie un peu plus ordinaire par rapport au schéma premier. Et puis, on a dû faire face à la deuxième vague. Donc, la deuxième vague, elle a commencé avant. On a dû faire face aux premières situations de Covid autour de la mi-octobre. On a rencontré 2 clusters qui se sont étalés sur la période du 20 octobre jusqu'au 28 décembre où j'ai clôturé le dernier épisode. On en a rencontré un sur le FAM et on en a rencontré un sur l'EHPAD. Donc, le FAM étant un plus petit pavillon d'hébergement, on a malgré tout réussi à canaliser la circulation du virus. Donc, on a eu 19 personnes malades. Sur l'EHPAD, c'était beaucoup plus compliqué. Et on n'en voyait pas le bout pour tout dire, puisqu'en fait, quand on avait fini avec un pavillon, en fait, ça se déclenchait dans un autre pavillon. Ce qui fait qu'on a quand même eu 152 personnes qui ont contracté le Covid, 42 agents. On a dû faire face malheureusement à un certain nombre de décès. Et ça a été quelque chose d'assez redoutable à vivre parce que malgré tous les efforts et tous les engagements des professionnels, voilà. Il y a eu aussi des campagnes de dépistage comme partout. Donc, on a un nombre de dépistages où que ça soit de la part on a fait la démarche de vraiment aller chercher les consentements des usagers et des professionnels à chaque fois qu'on testait. Donc, sur l'EHPAD, sur le cluster qu'on a rencontré sur l'EHPAD, on a quand même 925 tests qui ont été réalisés sur les résidents et plus de 400 sur les agents. Là aussi, ça démontre bien la démarche collective. Et puis, on a eu... en fait, nous, on n'a pas eu de creux entre la deuxième et la troisième vague parce que cette espèce de creux de vague, en fait, nous, on a un cluster qui s'est déclenché
encore sur le foyer de vie, qui nous a amené jusqu'au mois de février. Donc, et puis après, la boule tourne. Donc, tous ces épisodes font qu'à un moment donné, on a dû réorganiser et sans cesse demander aux gens, que ce soit les professionnels, que ce soit les usagers. D'abord, les usagers, on a perturbé en fait la vie et pour mettre en sécurité et pouvoir faire face à cette crise. Donc, on a créé des équipes, on organisait les services avec 2 zones, ce qui était aussi assez compliqué à vivre pour les usagers, puisqu'en fait, on avait des secteurs qu'on réservait aux patients malades, et puis un secteur de vie pour les gens qui étaient épargnés entre guillemets par la maladie de la Covid. Voilà, donc cette période, on l'a vécue comme éprouvante et longue, on est encore dedans, on ne s'en sort toujours pas. Après, on a quand même entre la 2e et la 3e vague ouvert la voie et on a eu accès à la vaccination. Donc, en ce qui concerne l'établissement, c'est très très bien suivi. Puisque sur les résidents de l'EHPAD, on en aura, puisqu'on est entre entre 2 injections sur la dernière campagne, on aura 276 personnes vaccinées sur le secteur des personnes âgées. Et sur le secteur des personnes handicapées, on aura 85 de vaccinés, en sachant que les gens qui ne sont pas vaccinés ne correspondent pas à des gens qui ont refusé le vaccin, mais des gens qui ont contracté le virus dans un délai de 3 mois, donc ils sont encore considérés comme immunisés. Voilà. Donc j'ai essayé de. Il y aurait tellement de choses à dire. Donc oui, mais il y a peut-être des questions qui vont se poser aussi. Donc, Célia, vous avez des questions pour Mathilde ou pas? Oui, j'ai 2 questions. La première, c'est que vous avez parlé de décisions communes faites avec le Centre de lutte contre l'isolement. Je suppose que dans l'établissement, il y a un CVS, Conseil de vie sociale. Est-ce que les représentants des résidents ont été consultés? Oui. Oui. On a consulté, c'était aussi très compliqué à mettre en place. Donc là, on a, alors pas compliqué par la lourdeur administrative de consultation de ce type d'instance. Donc on a consulté les membres siégeant au sein du Conseil de la vie sociale pour voir comment adapter au mieux ces règles pour pouvoir les consulter rapidement, puisque certaines recommandations tombaient le dimanche, c'était devenu assez fréquent, c'était plus sympa, pour application dès le lendemain avec demande de consultation du CVS. Donc là, c'était au bout d'un moment, on l'a fait dans le désordre, hein, soyons très très clairs, on essayait d'aller vite, donc on posait des décisions et puis on avait un mode de fonctionnement où on consultait le plus rapidement possible et s'il y avait des questions qui étaient ramenées ou des choses qui devaient évoluer, on le faisait évoluer sans aucune difficulté. Voilà, on aménageait et on a utilisé aussi beaucoup le blog pour pouvoir laisser la parole. Alors les usagers pas trop, mais plutôt les familles, puisque les usagers, on organisait ces groupes de parole où on leur expliquait les choses au fur et à mesure et on n'attendait pas les CVS, quoi, pour les usagers proprement parlé. Merci Mathilde. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, d'autres questions, savoir comment les personnes en fin de vie dans l'établissement ont été accompagnées pendant la période par leurs proches. Alors, en ce qui me concerne, quelle que soit la période, je me suis toujours fait un point d'honneur à permettre aux gens d'accompagner leurs proches en les éclairant sur les risques d'un point de vue sanitaire qu'ils prenaient
en étant proches de leurs proches. On a toujours laissé et pris soin de pouvoir permettre l'intimité à ces moments-là. Et voilà, le respect de l'accompagnement de la famille par rapport à leurs proches. On essayait de proposer aux familles, par le biais des psychologues qui travaillent dans l'établissement, de pouvoir les accompagner. Finalement, on a assez peu eu de demandes à destination des psychologues. Les équipes, qui sont plus en relation quotidienne avec les familles, étaient dans ce rôle-là, ont pris ce rôle-là. Très bien. Merci Mathilde pour ces deux questions. Dernière question, c'est rajouté après, savoir où en était la vaccination, que ce soit résident ou côté professionnel. Alors nous on est sur l'établissement de Greny, on a une PUI, une pharmacie à usage interne, ce qui fait qu'on est encore sur les flux où on est destinataire des doses. On est sur la dernière phase de la 3e campagne de vaccination. La première c'était mi-janvier pour la première campagne. Là, on a en fin de semaine la 2e injection de la dernière période. Donc, on a assuré au niveau de nos équipes et accompagné de professionnels libéraux les 3 campagnes de vaccination. Donc, j'ai vu passer dans le chat au niveau des agents, on aura en tout 279. 50%, un peu plus que 50% du personnel soignant qui se sera fait vacciner, en sachant qu'on a eu quand même un certain nombre de professionnels qui ont contracté la Covid. Donc, on a un peu plus en réalité. Après, on a eu, comme la plupart des Français, une réticence à l'ouverture par certains vaccins, chose qui est en train de se régler de ce côté-là. Donc, on a à la réouverture des doses Pfizer, pour ne pas le citer, au personnel soignant, on a eu une grosse vague de professionnels qui se sont fait connaître comme souhaitant se faire vacciner. Voilà. En ce qui concerne, je ne sais pas si j'ai bien répondu à toutes les questions. Oui, merci. Donc, vous allez passer la parole à Yves Grégoire, qui va nous parler surtout des problèmes. Excusez-moi, monsieur Greg, je vois une question qui demande s'il y a tous les CVS dans tous les EHPAD. En toute logique, oui, il y a un CVS dans tous les EHPAD. Et s'il n'y a pas de CVS, il y a un espace d'expression qui doit être créé et mis en place par les directions d'établissement. D'accord. Je ne vois pas les questions. Moi, j'ai un problème. Donc, je repasse la parole à Yves qui va nous parler en partie de parcours de soins et des fins de vie et des programmations qui ont… Priorisation, tri, déprogrammation. Oui, on peut tomber d'accord sur un point, c'est que si on doit parler priorisation, tri, déprogrammation, c'est qu'on a une crise à gérer, une crise de pénurie depuis le début de cette crise et qui conditionne en fait les choix qui se sont faits ensuite, que je qualifierais de choix éthiques et que j'essaierai pour partie de détailler. Les pénuries, on les connaît tous, hein, les hydréas et le personnel, les masques, les tests, maintenant les vaccins, c'est toujours pas fini. Et donc, première question qu'on peut se poser, si on ne voulait pas avoir à faire cette priorisation dans ce genre de crise, est-ce que notre société est capable de se doter des moyens suffisants pour entretenir, entre guillemets, un stock de crise qui permettent d'être, en étant mobilisés immédiatement, de ne pas avoir à faire ces priorisations. Les premières priorisations dont on a pu avoir à connaître, c'est par exemple les visites dans les EHPAD, les personnes âgées de plus de 75 ans qui étaient confinées,
maintenant qui sont vaccinés en priorité. Je me pose la question, pourquoi les plus de 75 ans en EHPAD et pas ceux qui sont à domicile? Première réflexion qu'on peut avoir. Donc, ces personnes-là, c'est des personnes à risque, certes. Il y a aussi des jeunes qui sont à risque. Pourquoi on a privilégié les plus de 75 ans qui étaient censés être à risque, encore que je connaisse des centenaires en EHPAD qui sont pétantes de vitalité. Et par contre, il peut y avoir des jeunes qui auraient eu besoin d'être dans ces priorités-là. Pourquoi avoir laissé ça a été un choix, mais c'est peut-être un manque de transparence dans les décisions et manque de concertation que les pouvoirs publics ou les médecins n'ont pas su organiser ou pas pu parce que c'était la panique. Pourquoi avoir laissé de côté les gens qui sont à domicile, qui avaient les mêmes pathologies. Et aujourd'hui, on sent bien que ça rame quand même encore beaucoup pour aller les chercher, les faire vacciner, les inscrire dans un cursus qui soit sécuritaire pour eux. On peut se poser d'autres questions plus éthiques également, qui peuvent être dures parfois à entendre quand on les pose. Par exemple, pourquoi on a privilégié les malades de la Covid par rapport à d'autres malades qui sont autant à risque, d'autres maladies. Je relisais les stats de la Ligue, 160 000 personnes décèdent chaque année en France du cancer. Alors évidemment, c'est pas contagieux, mais c'est 160 000 et on s'arrête là, tout juste si on n'a pas fait un mémorial pour les 100 000 décédés de la Covid, il y en a 160 000 du cancer. Moi, ça m'interpelle quelque part. Je me dis, effectivement, en priorisant le traitement des gens qui avaient la Covid, on a décalé probablement des examens, peut-être des options, de gens qui vont prendre du retard sur le traitement de leur pathologie cancéreuse et qui vont décéder d'une manière peut-être plus rapide ou plus certaine que s'ils avaient pu suivre leur traitement. Donc ça peut être un sujet qu'il faudra peut-être à tête reposée, froide, traiter pour ne plus avoir à le subir par la suite. De même qu'on peut se poser la question pourquoi les personnes âgées par rapport aux jeunes. On dit on doit respecter les personnes âgées. Étant donné que j'en fais maintenant quasiment partie, je ne peux que approuver. Cependant, c'est une question qui peut se poser. Dans certaines civilisations, on privilégie plutôt les jeunes. On dit, ils ont 60 ans d'espérance de vie. C'est peut-être à eux qu'il faut donner une chance de sortir de cette crise-là, même s'ils sont moins à risque peut-être que les personnes âgées. Personnellement, c'est quelque chose probablement que si j'avais à choisir entre ma vie et la vie de mon fils ou de mes filles, je privilégierais la vie de mes enfants. Mais voilà, c'est une question, j'ai pas la réponse parce qu'elle est très dure comme question à mon avis et que voilà, on n'a pas une réponse simple, binaire sur un sujet pareil. Est-ce qu'on a mesuré les conséquences à court moyen terme des déprogrammations et des priorisations qui se font actuellement dans la vie de notre société future, que ce soit sur le plan sanitaire, psychologique, sociétal? Est-ce qu'on a bien intégré et qu'on est en mesure de parer et de traiter ces risques qui vont probablement apparaître dans les prochaines années? Peut-on imaginer une société où l'idéal serait zéro mort? Voilà, à tout prix, zéro mort. Et que, en contrepartie de cet objectif-là qu'on souhaiterait
atteindre, on serait prêt à imposer des mesures liberticides ou destructrices engageant la survie des générations futures, survie économique, sociétale, psychologique. Un autre souci, et là, peut-être que Grégoire aura une réponse particulière, il en a sur tous les sujets, mais poids du principe de précaution, peur des sanctions que peuvent éprouver soit les soignants, soit les directeurs d'établissement, EHPAD, dans les prises, soit les politiques qui prennent ces décisions, dans ces prises de décision, et peut-on s'en dédouaner? En gros, est-ce que la peur de se retrouver en procédure judiciaire ne provoque pas des mesures qui ne sont pas cohérentes avec ce qui devrait être fait d'une manière éthique, sanitaire ou sociétale? Sommes-nous pas un peu dans l'excès, sachant qu'effectivement, un directeur d'établissement d'EHPAD, par exemple, qui aurait peur de se voir accusé de ne pas avoir pris suffisamment de précautions pour préserver les patients âgés de la Covid, qui auraient peur que les familles viennent intenter un procès, ne se retrouvent pas inquiétés de la même manière par les mêmes familles qui vont reprocher les mesures de confinement, de contention éventuellement et de restriction de liberté et dans un moment essentiel dans la fin de vie, puisque aujourd'hui le sujet est encore à traiter, celui d'une fin de vie assistée, que je développerai pas ici. Quand en plus on empêche d'une manière coercitive les patients d'avoir à ce moment-là de leur vie, c'est-à-dire la fin de vie, les contacts avec leur famille et leurs proches qui leur permettent de faire peut-être un bilan, de passer quelques témoignages et d'apaiser un peu leur fin de vie. Voilà, c'est me semble-t-il un point également important. Après, de ce que j'ai entendu de Mathilde qui a disparu, faute d'internet, oui, effectivement, moi j'aurais bien aimé qu'il y ait un peu plus de transparence dans la gestion de cette crise sur les informations qu'on pouvait obtenir, et notamment dans les EHPAD, notamment sur les morts réelles du Covid ou avec le Covid, les morts qui seraient dues à des glissements, et moi j'en ai eu dans ma proche famille où j'ai pu voir que dès les premiers jours de confinement, il s'est opéré un glissement qui aurait pu être fatal, et bon voilà, et tout ça, on n'a pas franchement une vraie vision de ce qui s'est passé, ce qui accroît le malaise qu'il y a encore aujourd'hui sur les visites et les privations qu'il peut y avoir dans les EHPAD. Voilà en gros les points importants qu'il faudrait, à mon avis, traiter pour éclairer une future politique sanitaire robuste, sachant qu'une épidémie, elle n'est pas toujours prévisible, bien évidemment, mais pour la suite, et qui engagerait, parce que mettre des moyens en permanence disponibles pour contrer une éventuelle pandémie, ça a un coût, c'est un choix de société qu'on a longuement reproché aux gouvernements qui se sont succédés. Donc, effectivement, voilà, c'est quelques pistes de réflexion que je voulais proposer. Merci de tous ces questionnements. Retour de Mathilde, qui était partie. Mathilde est revenue. Grégoire, est-ce que tu as, des questions, Célia, vous avez des questions ou pas là? Alors, j'ai eu une question mais qui concernait tout à l'heure, mais à Grégoire, son intervention. Savoir qui consultait l'espace régional éthique, qui sollicitait,
Et du coup, si tu pouvais donner des exemples de sollicitations. On t'entend pas, Le micro est coupé. Je remets le micro, excusez-moi. Voilà. Oui, je disais, je vais vous répondre et ça va me permettre aussi indirectement de répondre à Yves qui m'a interrogé par voie Zoom indirectement. Juste pour dire que l'espace éthique, donc, il peut être contacté par toute personne, hein, déjà tout citoyen, tout professionnel, toute institution peut contacter l'espace éthique. Et dans ce cadre-là, il faut contacter sur la plateforme du coup que tu as mis, c'est lié en ligne. Il y a le contact de Stéphanie Duclos, qui est la coordinatrice, et on est récipiendaire, donc toutes les questions d'où qu'elles viennent. Ensuite, notre travail, c'est d'abord de dire aux gens, écoutez, s'il y a des documents ou des points qui ont déjà été traités, on vous fait part de nos avis existants. Et le deuxième volet, on l'a encore fait ce matin. Je ne sais pas ce qu'en pense Mathilde, peut-être que pour certains directeurs, c'est pas forcément facile. On propose quand même aux familles éventuellement de se mettre en lien avec les institutions pour discuter entre nous et essayer de trouver des solutions des fois sur des problématiques pas simples. Donc voilà, ça c'est la façon dont on fonctionne. Alors les thèmes qu'on a eu à traiter, ils sont quand même très en phase avec tout ce qui a été dit. Donc bien sûr, toute la question des visites en EHPAD, c'est vrai que forcément, et encore une fois, on jette la pierre à personne hein, là-dedans, c'est important de le dire, les choses ont été violentes pour tout le monde. Donc, quand les gens étaient en situation de difficulté, de ne pas rendre visite à leurs proches, ben, ils cherchaient des portes là où frapper et ils avaient besoin d'explications. Donc, c'est vrai que la question de l'interdiction des visites, mais pas qu'en EHPAD, hein, aussi en maternité, en milieu hospitalier, a été un des gros thèmes de la crise. Le deuxième, je ne vais pas dévoiler parce que je crois que c'est le point de tout à l'heure que je vais traiter, qui est la question des rites funéraires. Où là, pour le coup, c'est vrai qu'il y a une violence même, mais assez anthropologique, mais qui est purement pour moi de la bêtise administrative, hein, je le dis, et de la décision hâtive au niveau du ministère de l'Intérieur qui a, pour le faire court, je disais tout à l'heure, sorti le procédure Ebola, pour vous dire, dans le cadre du Covid, et a considéré les corps comme hyper contagieux alors que c'était pas le cas. Il aurait suffi de consulter, de faire un groupe de travail. Donc ça, on a beaucoup travaillé. Et pour ce coup-là, on a fait remonter au niveau national et on a fait modifier les choses. La troisième thématique croise celle de Yves, qui est bien sûr la question vaccinale. La question vaccinale a été très mal comprise parce que forcément en totale opposition avec l'histoire de ce qu'est la médecine en France, c'est-à-dire notre système de soins dont il faut rappeler l'intérêt majeur, c'est que en France, on fait partie d'un pays où jamais s'est posé la question du tri et de la sélection, on va dire, enfin depuis 1945, jamais s'est posé la question de la pénurie, du tri et de la sélection. Mais ce qui, dans le champ d'éthique, renvoie à ce que connaissent beaucoup de pays, alors riches ou pauvres hein, d'ailleurs, parce que les pays pauvres, bien sûr, qui en sont dans cette situation, mais les pays riches, je vous rappelle qu'aux États-Unis, bien que pays riches, il y a des gens qui sont obligés de faire des tris sur leur accès aux soins. Donc ça, c'est vrai que ça a été incompris pour cette raison-là, culturelle, c'est-à-dire que les gens étaient confrontés à quelque chose qui n'était pas prêt. Et après, Yves l'a dit un peu, bon, moi je ne vais pas critiquer les instances nationales, sanitaires ou autres, mais il y a eu des incohérences. On sait qu'il y a eu des incohérences. Une population à risque de plus de 75 ans, je réponds à Yves indirectement, elle est à risque quel que soit son lieu de vie. Et on a eu donc toutes ces demandes de gens à domicile qui pendant plusieurs semaines voyaient un discours autour des EHPAD, et c'est très bien qu'on ait fait les EHPAD, hein, je dis pas le contraire. Et les gens dans une situation quasi analogue avec des gens qui venaient les soigner à domicile, des aides à domicile qui venaient non vaccinés, sans vaccination, qui ne comprenaient pas, parce qu'il n'y avait pas un rationnel. Voilà. Alors, l'autre sujet, je suis un peu long, hein, Célia, mais il ne faut pas me donner la parole, je les énumère, comme ça je réponds aussi à Yves. Le tri. Le tri, on nous dit, c'est très politique hein, le propos, quand on fait de l'éthique, on fait de la politique. Le tri, on nous dit, il n'y a pas de tri en réanimation sur la question de la crise Covid. Vous voyez bien que politiquement, c'est impossible à dire, il y a du tri. Or, il y en a eu. Il y en a eu. C'est-à-dire qu'on a des témoignages dans les espaces éthiques de la région Grand Est dans lesquels il y a eu du tri. Alors, qu'a découvert la population à ce moment-là, c'est que du tri en réanimation, il y en avait toujours. Il y en a toujours du tri. Historiquement, il y en a toujours eu. Mais il y a eu du tri qui était médicalement légitime. C'est-à-dire qu'on n'admettait pas en réanimation quelqu'un dont on savait que c'était pas la peine qu'il y aille parce que ça ne servirait à rien. C'était trop tard, on va dire ça comme ça. Ce tri, il a toujours existé. Là, les réanimateurs, ils ont dû faire un autre tri qui était de se poser la question, c'est une personne que j'aurais prise normalement, pourquoi celle-ci, je ne la prends pas au profit d'une autre, d'accord? Donc ça, c'est déjà une chose que les gens ont découverte, ont très mal vécu, puis il fallait leur expliquer le fonctionnement de la réanimation. Mais il y a surtout un deuxième tri, Yves, tu l'as dit, moi je suis entièrement d'accord.
c'est que politiquement, il y a un énorme tri qui continue aujourd'hui sur la déprogrammation. La déprogrammation, c'est du tri. Donc, politiquement, c'est dur à dire par des gens qui ont des responsabilités, mais tout est lié. On a fait une analyse assez poussée de la crise Covid. On se focalise sur les patients Covid dans la communication politique pour ne pas parler des autres sujets. Si on se focalise sur le Covid, bon, on dit, ben voilà, le Covid, machin. Dès qu'on décale le Covid, on s'aperçoit qu'il y a du tri. Et dès qu'on décale aussi du Covid, tu as raison, il y a de la surmortalité. Et la mortalité dont on nous parle actuellement n'est pas la mortalité liée à la crise Covid. C'est la mortalité liée aux patients décédés du Covid. Mais l'autre champ de, voilà. Donc, je réfléchis pour dire que, vous voyez que forcément, bah, quand on fait de l'éthique, de temps en temps, on a du mal à être toujours consensuel. Mais moi, je pense qu'il faut dire les choses, les nommer les choses, parce que les citoyens français sont des gens responsables. Donc, dans le même temps, je ne dirais pas que je jette la pierre aux politiques en disant que c'est de sa faute. Parce que gérer une crise comme ça vient de nous arriver, c'est quel que soit le gouvernement qui ait été en place, faut être honnête, je pense que la crise aurait été compliquée pour chaque gouvernement. En revanche, il y a une obligation, et là on est bien dans la démocratie sanitaire, de dire les choses, de les nommer, plutôt que de les cacher. Ça, je crois que c'est un vrai sujet. Bon, pour revenir sur les déprogrammations, nous, au niveau national et local, France Asso Santé, on a dénoncé dès le début ce problème de déprogrammation, parce que c'était majeur lors de la première vague. Il y a eu des efforts de fait au début de la deuxième vague, avec notamment en région un certain nombre de filières qui ont été sanctuarisées, tout ce qui était greffe de rein, cancer et autres. Ça a bien marché jusqu'à un certain moment. On se rend bien compte, et là malheureusement, là la démocratie sanitaire ne joue pas son rôle, c'est-à-dire que les représentants d'usagers dans les structures de soins ne sont pas toujours invités, je dis, et quand je dis pas toujours, sont rarement invités à la cellule de crise, et c'est cette cellule de crise qui définit les déprogrammations. Donc, il n'est pas question que les représentants d'usagers participent à la déprogrammation, ils ne sont pas médecins, mais je veux dire qu'au moins qu'ils recueillent l'information sur quels critères est-ce que l'on fait des déprogrammations. Et ça, nous l'avons répété bien souvent à l'ARS, qui a fait, je pense, des efforts d'information au niveau des structures de soins, mais pour avoir interrogé un certain nombre de RU, on a des informations tout à fait partielles et on a 3 semaines de décalage entre la question posée et la réponse, notamment dans les grands hôpitaux. Donc, je veux dire que la démocratie sanitaire, là, n'a pas joué, n'a pas fait son rôle, pas de la faute des représentants des usagers, mais de la faute de l'organisation des structures qui n'ont pas fait participer les représentants d'usagers à la cellule de crise, appelons-la comme ça. Donc, je veux dire que les déprogrammations, effectivement, nous, je parle là avec ma casquette de la Ligue contre le cancer, on sait très bien qu'on va décaler de quelques années et augmenter la mortalité, faute de dépistage, faute de soins appropriés. Parce que les soins ont été faits à peu près dans la région. Je dis à peu près parce qu'il y a un centre de lutte contre le cancer qui n'a pas déprogrammé, et au CHU un peu moins. Je veux dire, tout ce qui est dépistage, ça a été bloqué. Il n'y a pas eu de colonoscopie de fait quasiment pendant 3 mois parce que les anesthésistes étaient pris ailleurs. Donc, on a tout un décalage dans le diagnostic, le dépistage des diagnostics des cancers. Ce n'est qu'un exemple que l'on va retrouver d'ici 5-6 ans. Axel Kahn l'a assez dit sur les ondes. Bon. Donc, je voulais juste revenir sur le sujet de le manque d'information. Nous avons été, toutes les semaines, avec France Asso Santé Normandie, nous avons un dialogue avec l'ARS, mais on parle surtout chiffres, vaccination, dépistage, hospitalisation, tout ça. Mais bon, si on a des critiques ou des remontées à faire, l'ARS ne peut pas imposer un certain nombre de choses dans les structures de soins. Donc, c'est là où il faut que notre démocratie en santé se développe et prenne du poids. Et je ne sais pas si dans les gouvernances à venir,
liées au Ségur, si on en tiendra vraiment compte. Bon, j'étais un peu long. Non, Yvon, tu n'as pas été long, juste, je peux me permettre un petit complément. Moi, je rebondis sur ce que tu as dit, qui est une phrase clé. Les usagers n'ont pas à être là pour décider effectivement à la place de ceux qui ont la compétence technique. Par contre, ils ont besoin d'être là dans un esprit de transparence et de témoignage. Pourquoi? Parce que plus tard, vous allez voter, nous allons voter. Si les citoyens ne sont pas informés sur ce qui se passe à l'hôpital, les difficultés qu'il y a à l'hôpital, eh bien, à mon avis, on ne fera pas un vote éclairé. Donc, moi, je crois beaucoup à la transparence parce que je pense que si on veut que ça change, c'est que quand les gens vont glisser un bulletin de vote dans l'urne, vous voterez pour qui vous voulez. Et dans le principe général, il faut que les citoyens sachent quels sont les choix actuels. Or, vous savez bien que moi c'est pour ça que je m'appuie beaucoup sur vous. C'est que quand les chefs de service, fut une époque, disaient on a des difficultés à l'hôpital, on les entendait un peu. On parlait de pouvoir médical à l'époque. Je ne dis pas que c'était bien, hein, je ne suis pas en train de revendiquer ça, mais pour moi, c'était un bon pouvoir médical. C'était un pouvoir où les chefs de service étaient entendus. Et puis, depuis un certain nombre d'années, les chefs de service disent hôpital sous tension, hôpital sous tension. Depuis des années, vous nous entendez dire ça. Et on n'est plus entendu. Donc ça, c'est un déficit. Donc moi, je pense que pour être entendu, il faut être plus nombreux. Voilà. Et c'est pour ça que je crois beaucoup à la place des usagers dans le système. C'est que pour que vous connaissiez les choses, que vous puissiez voilà, défendre. Et je pense que si on est plusieurs à défendre, on peut espérer dans une démocratie, sinon c'en est plus une. On peut estimer que les choses changent à l'avenir. Donc, il y a toute une cohérence intellectuelle à être là pour pouvoir témoigner de ce qui se passe. Je ne peux être que d'accord avec toi, Grégoire. Est-ce qu'il y a des questions, Célia? Oh, ça marche bien le chat pour les questions? Oui, ça marche bien. Après, il y a des questions où je réponds directement quand on parle des RU. Voilà, je redispatche aux intervenants quand vraiment c'est spécifique. Je vois qu'il y a Christian Lumieux qui cite Paul Ricoeur, qui dit l'éthique est une visée de la vie bonne avec et pour autrui dans des institutions justes. C'est ce qu'on vient de discuter, les institutions justes. Hein. Une institution juste, c'est une institution qui est transparente, qui débat, qui accepte la contradiction. C'est bien ça le sens de Ricoeur. Moi, je me posais la question concernant les EHPAD, et là Mathilde pourra peut-être m'éclairer. Je me demande si le statut des EHPAD ne serait pas à revoir. L'EHPAD, quand on y rentre à 70 ans, s'apparente à une résidence, voilà, où on va passer a priori des bons moments en compagnie, avec des services appropriés, mais en fait, au fil des années, ça c'est la vie qui veut ça, on perd un peu d'autonomie et en fait, dans la grande majorité des cas, on a des pathologies qui peuvent être lourdes, c'est pas toujours le cas, mais quand même, et qu'on y finit sa vie. Et donc, entre l'établissement de résidence et l'établissement de fin de vie, il y a quand même des différences de traitement et de moyens à mettre en œuvre parce que on ne traite pas quelqu'un en fin de vie comme on traite un jeune homme ou une jeune femme qui viennent passer leur fin de vie dans une structure, voilà, et accompagnée. Alors, est-ce que le fait de ne pas être considéré comme un établissement hospitalier de soins ne prive pas les EHPAD d'un certain nombre de moyens pour traiter correctement les fins de vie dans ces établissements, en termes de soins palliatifs, de présence d'infirmières, on a eu énormément de témoignages comme ça d'EHPAD où la nuit il n'y a pas d'infirmière, voilà, où le premier réflexe c'est on appelle le SAMU, on engorge le SAMU. Voilà. Est-ce que pour vous c'est pas le moment, et y compris au niveau de la démocratie sanitaire, les CVS sont soit des patients, soit des proches des patients. Le RU c'est autre chose, c'est quelqu'un qui est par définition plus indépendant et qui peut avoir une vision un peu différente dans la gestion de l'établissement. Elle compliquée votre question. Alors, est-ce que le statut
des EHPAD est à revoir. Moi, je pense qu'effectivement, on arrive à une période de vie des EHPAD qui demande à se re-questionner sur quelle place doivent-ils jouer. C'est-à-dire que l'EHPAD tel qu'il a été pensé, au moment où il a été ouvert, le public qu'on accueille et l'accompagnement qu'on leur doit, effectivement, la moyenne d'âge dans nos établissements est telle que on chemine bien, où on voit que quand on rentre en établissement médico-social, c'est parce que, en gros, on n'a plus le choix. On n'y va plus passer une retraite paisible comme ça pouvait exister dans les années 80 où on allait à la maison de retraite. Donc, qu'on doit faire face de plus en plus à des problématiques qui appellent à un accompagnement médical et paramédical particulier, comme la fin de vie, l'accompagnement des soins palliatifs, c'est indéniable qu'il faille se poser les bonnes questions. Après, je fais partie, mais voilà, j'ai travaillé en centre hospitalier en qualité de directeur adjoint en charge de la filière gériatrique et je suis revenue aux EHPAD autonomes. Puisque, à mon sens, l'aspect sanitaire en établissement autonome est quand même nettement moins présent et c'est ce qui permet justement de pouvoir aller chercher quelque chose qui relève moins de la priorité aux soins. Je ne sais pas si je le dis vraiment correctement, puisqu'on doit accompagner, ça fait débat, j'en parlais pendant des heures avec certains collègues et certains soignants. Je ne dis pas que l'EHPAD doit rester un EHPAD. Donc, il doit accompagner. Après, l'EHPAD doit travailler avec le monde sanitaire, doit ouvrir ses portes, doit permettre de renforcer tout ce qui est parcours de soins de qualité. Donc, on doit travailler avec les équipes mobiles, on doit apprendre à travailler autrement pour accompagner mieux. Moi, dans l'établissement dans lequel je vis, on a la chance d'avoir une permanence infirmière 24/24 toute l'année. On a un système d'organisation où on a la chance aussi d'avoir du personnel médical salarié entre guillemets d'établissement, ce qui est très bien pour la continuité des soins. Ce qui est très compliqué, c'est de trouver les médecins. Trouver les médecins qui soient pas des intérimaires, j'entends, qui soient là en permanence et en nombre suffisant. C'est une problématique quand tu es dans un EHPAD où tu travailles avec les médecins libéraux. Il y a d'autres problématiques, mais voilà, c'est pas les mêmes. Donc oui, je pense qu'on est sur un moment de vie des établissements médico-sociaux où il faut se poser les bonnes questions, où il faut apprendre à se réinventer. On parle beaucoup, on en parle de plus en plus dans le monde de la personne âgée, on en parle beaucoup depuis plusieurs années de l'inclusif, du fameux virage inclusif. Dans le monde du handicap, il est aussi à construire dans le monde de la personne âgée. Il faut réussir à faire ce qu'on appelle de l'EHPAD hors les murs. Et moi, en tout cas, j'essaye d'animer les établissements que je gère avec cette fibre-là. C'est comment on parvient à faire participer réellement les usagers et réellement les familles. Et moi, de l'expérience que j'ai, c'est que mieux on arrive à se mettre en communication, en transparence et finalement faire participer réellement les usagers et leurs représentants au projet de vie individuel et de soins, plus c'est fluide en fait sur le parcours parce qu'il y a de réels échanges. Je ne suis pas certaine de répondre, Yves, à votre question réellement. Après, voilà, c'est ce qui me vient immédiatement. Alors, si déjà sur le point essentiel, c'est qu'il y a peut-être une révision du statut et de la situation et de l'organisation des EHPAD à faire et de peut-être profiter d'un nouveau plan santé pour avoir là, parce qu'on voit bien quand même ce qui s'est passé, ce qui se passe encore dans certains EHPAD avec le confinement, contention, éloignement des aidants, etc.
prise en charge peut-être des soins et manque de transparence de ce qui s'y passe. Il y a des choses à revoir, quoi. Enfin, on ne pourra pas affronter dans les mêmes conditions une deuxième crise sanitaire de la sorte dans les EHPAD. C'est clairement, on est arrivé à un taux d'inacceptabilité de ce qui s'est passé, notamment de toute la perte de liberté qu'il y a eu pour les familles et les patients, même si le mot est fort, mais c'est quand même comme ça que ça a été vécu. Il faut qu'on trouve des solutions pour ne plus arriver à ce genre de situation-là. Ok. Merci Yves. Grégoire, tu devais intervenir sur le rite funéraire. Oui. Alors, le rite funéraire, je pense que beaucoup l'ont évoqué et l'ont entendu parler dans la presse. Moi, je vais vous faire un petit historique de la façon dont les choses se sont passées parce que c'est effectivement intéressant. Et forcément, encore une fois, l'éthique va être critique, mais c'est sa définition, vous avez bien compris, de voir comment dans notre pays on est capable de prendre des décisions sur des sujets très lourds sans forcément aller rechercher les bonnes expertises au bon moment. En fait, le rite funéraire, comme je vous l'ai dit, il y a urgence. Donc, on peut dire dans les premières semaines, tout le monde panique un peu en disant ce virus est-il contagieux? Les corps sont-ils contagieux? Donc, on peut imaginer, au début, je vous rappelle, on n'a pas les masques, on n'a pas les mesures de protection barrière, tout ça est très compliqué. Donc, on peut très bien imaginer que la décision prise qui consiste, mais vous allez en voir la violence, à dire que tout patient décédé du Covid est directement mis dans une housse à l'hôpital, laquelle housse est fermée hermétiquement, descend en chambre mortuaire, et laquelle housse sera directement mise en bière dans un délai qui est contraint de par le décret du 1er avril 2020 à moins de 24 heures, fait que les familles ne voient pas leurs défunts au moment du dernier départ. Auquel il faut rajouter le fait que ces familles n'avaient pas vu la personne avant qu'elle décède pendant des fois plusieurs semaines. Donc, on est dans une séquence de fin de vie, on va tous le comprendre, et vous voyez que mon propos, du coup, n'est pas polémique, me semble-t-il, qui est d'une immense brutalité pour tout le monde. Et quand je dis tout le monde, et c'est là que je me permets d'embarquer avec moi comme représentant des EHPAD, les directeurs d'établissement aussi sont violentés par ça, les professionnels sont violentés, les familles sont violentées, tout le monde est violenté. D'accord ? Donc, je crois que ce qui est intéressant, c'est pas de dire les uns étaient les bons, les autres étaient les mauvais, c'est surtout pas ça. Par contre, ce qui est vrai, c'est que la prise de décision publique, moi je l'ai connue, puis bon, pour ceux qui me connaissent, je travaille un peu au niveau national, heureusement, je pense que je suis assez constructeur à ce niveau national. Personne n'a été consulté. Les infectiologues ne sont pas vraiment consultés, les responsables de chambres mortuaires ne sont pas consultés, les professionnels du funéraire ne sont pas consultés. Donc, on évoque ce que disait Yves tout à l'heure, le principe de précaution. C'est-à-dire, on agit sur le nom du principe de précaution. Donc, encore une fois, si ça dure 10 jours, 15 jours, c'est violent, mais on peut comprendre. Ce qui est un peu dommage dans cette affaire, c'est que très rapidement, les infectiologues du Haut Comité de santé publique font un très beau travail et disent en gros, un corps mort, c'est pas plus contagieux qu'un patient vivant, et donc le risque d'aller s'incliner devant un corps décédé n'est pas plus dangereux que d'aller à la boulangerie ou au supermarché du coin. D'accord, je vous rappelle le contexte de l'époque, hein, et pas les masques, tout ça. Alors que dans les chambres mortuaires et à l'hôpital et dans les établissements, on commence à avoir des masques, on a du gel hydroalcoolique et on peut donc, vous voyez, expliquer aux familles qu'elles vont rester à 2 mètres du corps, ce qui est difficile hein, pour des familles de embrasser le défunt, mais il n'empêche que se mettre déjà dans un salon de présentation funéraire avec une housse qu'on va ouvrir, un visage qui va être présenté, des soignants qui auront coiffé le patient, qui l'auront un peu maquillé, qui auront mis le dernier collier, enfin ce que tout le monde a déjà vécu et ou malheureusement vivra pour ceux qui n'ont pas encore vécu ça, eh bien finalement, tout ça est éminemment possible dans le respect des gestes barrières, sans risque de contagiosité. Vous voyez, donc c'est pour moi un bel exemple, bon, sans polémique de ce que tu disais. La démocratie n'a pas fonctionné, ne serait-ce qu'en termes de mobiliser les bons experts, c'est-à-dire les gens qui savaient faire. Voilà, les professionnels du terrain avaient plein de solutions. Donc du coup, il y a des endroits où ça a transgressé, hein. Je vous rassure ou pas, mais la question de la transgression dans le champ de l'éthique, c'est un sujet. Il y a des acteurs qui ont dit, mais non, on ne peut pas vivre ça, et donc tout le monde a un peu transgressé. Bon. Nous, ce qu'on a fait avec l'ensemble des espaces éthiques, parce que je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais je préside la Fédération nationale des espaces éthiques,
on a fait remonter ça après aux instances et on a suscité des réunions pour que ça bouge. Mais il a fallu plus de 2 mois pour que ça bouge. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, vous avez suivi ces épisodes. Alors, Mathilde a peut-être vécu ça comme moi, le nombre de procédures qu'on a reçues, qui étaient changées tous les 15 jours, qui se modifiaient, où il fallait adapter le protocole interne aux établissements. Nous, dans la chambre mortuaire au CHU à Caen, on a peut-être fait déjà 11 ou 12 procédures. Bon, on s'est adapté parce que, quelque part, on est réaliste, hein, mais il n'empêche qu'il y a des moments où on a transgressé. Voilà. Il y a aussi des moments où on a transgressé parce que c'était pas vivable. Et on est très content qu'in fine, le décret ait été modifié et qu'aujourd'hui, on arrive à des règles de fonctionnement qui sont tout à fait honorables. Donc ça, c'est à la fois un mauvais exemple et un bel exemple, je trouve celui-là, c'est pour ça que j'aime bien en parler. Un mauvais exemple de ce qui a mal marché, et un bel exemple aussi qui montre que finalement, ça a fini par bouger. Alors, je dis c'est trop lent et tout, mais les alertes de terrain, les remontées de citoyens, finalement, les remontées de professionnels, ça marche aussi. La démocratie n'est pas complètement inutile, hein, ça fonctionne quand même. Et dernier petit point qui peut peut-être vous intéresser, mais c'est un débat parce que je suis un peu un scientifique, c'est vous montrer aussi comment les gens ne réfléchissaient pas suffisamment parce qu'il y avait des patients rentrés à l'hôpital pour le Covid, mais qui décédaient des fois 5 ou 6 semaines après qu'ils soient atteints du Covid parce qu'ils mouraient des séquelles respiratoires, pulmonaires ou rénales. Mais ils étaient plus positifs au Covid puisque vous savez qu'au bout de 10-12 jours, vous êtes plus positif. Et bien pour ces patients-là, la procédure s'est appliquée de la housse et tout ça. Donc, vous voyez, il y a même eu cette perte du discernement médico-scientifique qui font que même des professionnels ont été envahis par la crise et ont oublié de réfléchir un peu, quoi. Donc, voilà, c'est un exemple un peu triste et interrogeant sur notre société. Après, je dirais une dernière chose là-dessus, c'est qu'il y a eu des très belles choses aussi. Il y a eu des professionnels qui se sont bougés, qui ont pris des photos, qui ont pris des vidéos pour transmettre aux familles. Il y a des personnels du funéraire qui ont fait beaucoup d'efforts pour accueillir les familles dans les chambres d'urgence en petits groupes. Parce qu'une famille, vous savez que ça peut faire 30 ou 40 personnes facilement. Les gens ont pris du temps pour qu'il y ait des petits groupes de 3 ou 4 personnes qui viennent s'incliner devant le corps. Il y a eu des très belles choses aussi qui ont été faites et je pense qu'il faut les souligner en parallèle. Est-ce que vous avez des questions, Célia, avec la salle? Alors, il n'y a pas de questions. Par contre, il y a eu beaucoup de remarques sur les EHPAD, où effectivement, beaucoup de participants sont d'accord sur comme quoi c'est une structure à faire évoluer, à faire changer. Et plusieurs messages aussi gentils par rapport à vous, Mathilde, sur comme quoi tous les directeurs d'EHPAD ne sont pas comme vous. Mais si, il y en a plein comme elle. Merci Grégoire, c'est vrai, c'est très vrai. Bon, là, voilà, tout le monde disait c'est pas forcément le cas partout. Non, mais il y a des problèmes à certains endroits aussi. Mais globalement, les professionnels des EHPAD ont vraiment voulu. On a bien choisi. Hein. Là, on a bien choisi. Et il y avait aussi beaucoup de remontées de RU qui s'inquiètent, qui ont du mal à prendre leur place au sein de ces cellules éthiques, au sein de l'établissement dans lequel ils siègent. Voilà, beaucoup de commentaires dans ce sens-là. Bon. Ça, malheureusement, c'est un constat qu'on a fait remonter au niveau national et au niveau régional. La participation des RU, la démocratie sanitaire lors de la première vague était inexistante, je dirais. Ça s'est un peu amélioré au moment de la deuxième vague, mais ça n'a pas fonctionné comme ça aurait dû fonctionner. Et je ne sais pas ce qu'il faut faire. Il faudrait que les RU participent plus à la gouvernance des structures, mais ça va être dans le Ségur quand on va modifier les gouvernances des établissements de santé. Ce n'est pas pour tout de suite. Est-ce que, moi je voudrais interroger la salle, que je n'ai pas de retour des chats, je ne sais pas pourquoi. Si ce webinaire, ce type de webinaire vous intéresse, et si vous avez des sujets que vous souhaitez voir traités au niveau régional, et de nous les transmettre à Célia, de manière à ce qu'on puisse, dans les semaines, dans les mois qui viennent, on ne va pas en faire un tous les 15 jours, hein, mais dans la mesure où on ne peut pas faire encore de présentiel, et je crois que ce n'est pas demain la veille, qu'on puisse organiser à la fin du mois de juin ou au début du mois de septembre un autre webinaire sur un autre thème que vous aurez vous-même choisi en fonction de l'actualité ou
des projets du Ségur de la santé. Donc là, c'est un appel à vos souhaits pour satisfaire. Et je vois on a passé plus de 66 personnes qui sont passées. Et pour nous, c'est encourageant. Donc à continuer, mais on sait aussi très bien que la visioconférence, ça a permis quasiment de doubler le temps des réunions à tous les niveaux. C'est-à-dire qu'on arrive à avoir 2 ou 3 visioconférences en même temps. C'est bien, mais il ne faut pas en abuser. Donc, si vous souhaitez qu'on réorganise ce type de webinaire dans les mois qui viennent, au contraire, France Asso Santé et Normandie sera là pour vous aider et pour mettre les sujets d'actualité dans vos propositions. Alors, j'en profite pour dire que ce webinaire le replay sera disponible sur notre site internet. Et là, les retours dans la conversation, c'est que c'était effectivement un webinaire très intéressant, que certains RU vont se pencher sur des sujets qui m'enverront, je suppose. Bon. Grégoire, est-ce que tu veux mettre un petit mot? On a encore 6 minutes d'antenne. Non, mais je sais pas. Que chacun dise un petit mot pour terminer ce webinaire. Et je vous remercie d'avance de votre présence et de votre participation, car c'est une première, mais qui demande à être renouvelée. Tout à fait. Allez-y, vous prenez. Allez-y. Juste, je vais être un peu institutionnel pour dire que, effectivement, pour ceux qui ne connaissent pas l'espace éthique, ce que je redisais en introduction, c'est qu'il est vraiment à votre disposition. Hein. On en parlera, je pense, Yvon, dans un autre cadre, mais comme il y a certainement des gens qui sont concernés, on aimerait bien animer des ateliers territoriaux. Alors, bien sûr, vous avez votre relais France Asso Santé, mais comme je disais tout à l'heure, si on est plusieurs à relayer ensemble des propositions territoriales, ça aura plus de sens. Après, je prends ma modeste casquette universitaire. Vous savez que dans ce bas monde, de temps en temps, quand des choses sont portées par le monde académique, je dis pas que ça a plus de légitimité, mais ça a une légitimité complémentaire. Hein, donc, c'est vrai qu'en espace éthique, la Fédération des espaces éthiques, tout ce volet-là, à mon avis, c'est exactement comme l'organisation de France Asso Santé. Hein. Si on fait nos ateliers territoriaux, que demain on a des propositions sur comment faire évoluer les EHPAD dans les territoires, parce que tout le monde a envie, je pense, que les EHPAD évoluent, par exemple, eh bien, on est là pour aider à relayer. Je le dis aussi, je l'ai dit tout à l'heure, et ne le prenez pas mal, mais Yvon et Yves me connaissent, et puis Célia aussi. Je serais très heureux aussi que les gens nous posent des questions quand ils ne savent pas, parce que je suis très déçu quand des représentants d'usagers n'ont pas les billes dans leur poche. Hein. Donc franchement, nous, c'est un lieu de pédagogie, l'espace éthique, on forme les étudiants en santé, on forme plein de gens, mais on est aussi là, et vous savez qu'on développe un diplôme d'ailleurs au niveau territorial hein, qui est pour les représentants d'associations, les usagers, pour leur donner les billes. Je pense qu'il faut connaître la loi sur la recherche biomédicale, il faut connaître le fonctionnement d'un hôpital, il faut connaître tout ça. Donc, appelez-nous si vous avez besoin de conseils ou de choses. Nous, moi, je donne. Hein. Moi, je suis quelqu'un qui donne. Voilà. Donc, n'hésitez pas. Et puis, encore une fois, ce sera avec plaisir qu'on renouvellera un moment comme ça parce que c'est agréable. Merci, Grégoire. Mathilde, en conclusion, quelques mots. Oh, Grégoire l'a très bien fait, donc je ne vais pas, je vais m'inscrire dans ses propos, vous remercier d'abord d'avoir sollicité la voix d'une direction et voilà, et espérer que cette crise se termine rapidement. Bon, je pense qu'on se souhaite ça à tous pour éviter très lâchement d'avoir affaire à toute cette problématique quotidienne, presque j'ose le dire, avec des questions éthiques dans tous les sens, qui sont, Grégoire l'a dit, je remercie les gentillesses qui m'ont été adressées, mais effectivement, je pense qu'on est nombreux en tant que directeur et personnel soignant à essayer de se poser les questions dans le sens de l'autre. Après, on est aussi tiraillé avec le quotidien, la pression de chaque journée à porter, et ça peut donner des effets distendus dans la pratique. Voilà. Donc, en tout cas, merci beaucoup de cette
de ce webinaire, les mots me viennent pas, initiative, de cette initiative. Et puis, si je ne suis pas là la prochaine fois en qualité d'intervenante, je serai là très certainement en qualité d'auditeur. Donc, merci beaucoup. Merci Mathilde. Yves, un petit mot, Yves Grégoire. Oui, simplement remercier tout le monde du courage qu'ils ont eu à 1 heure de sieste programmée de venir nous écouter sur des beaux sujets comme ça. Mais je ne m'étendrai pas, Grégoire a tout dit et on a pris l'habitude de ne pas parler après Grégoire parce que non, mais... on n'a rien à ajouter. Et c'est toujours un plaisir. Non, mais les sujets, non, mais les débats autour des sujets d'éthique, pour en avoir fait quelques-uns avec toi et pas des sujets toujours très faciles, ça fait toujours grandir, ça fait toujours avancer la réflexion et je trouve que c'est très bien que les représentants des usagers, les associations des usagers soient associés au plus près de cette réflexion-là parce que sans avoir forcément toutes les connaissances brillantes que tu peux avoir, on peut avoir quand même des points de vue qui apportent au débat. Voilà, merci à tous. Merci tout le monde. Merci Yves. Donc pour conclure, parce que je crois que ça va s'arrêter dans 1 ou 2 minutes, donc moi je tenais encore des remerciements. C'est une première, je pense qu'elle est assez réussie. Le thème n'était pas facile. L'éthique, pour beaucoup de gens, ça ne veut pas dire grand-chose, ça veut dire beaucoup de choses qui ne sont pas de l'éthique. Donc Grégoire a mieux redéfini, recadré les choses. La crise n'est pas finie. Je ne crois pas qu'elle se termine comme ça dans les jours qui viennent, d'après les informations qu'on peut avoir. Donc, malheureusement, on a encore un certain nombre de problèmes auxquels on va être confrontés, vous dans les structures de soins ou dans les hôpitaux, et nous, en tant que représentants des usagers, pour essayer d'améliorer la transparence de l'information, comme disait Grégoire tout à l'heure. Si on n'a pas la transparence, on aura le doute, et le doute, c'est la pire des choses. Donc, je tiens à remercier tout le monde. Je remercie la brillante équipe de France Asso Santé, Célia qui est là, mais aussi Zaya et aussi Maëlle qui sont dans l'auditoire, je crois. Donc, merci à vous trois d'avoir répondu, malgré les vacances, malgré pas mal de choses, d'avoir organisé cet après-midi. Un grand merci à tous et à votre disposition pour les questions qui n'ont pas trouvé réponse. Grégoire et Célia, on est là, vous communiquez avec nous, il n'y a pas de souci. Au revoir et profitez du soleil pendant qu'il fait beau. Merci.